au sujet du jour. Alors, j'ai mis la photo d'Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Comme je le dis toujours, il ne peut pas reposer en paix parce qu'il a été empoisonné. Voilà. Mais bon, nous lui souhaitons quand même le repos, bien entendu, de son âme. Alors, aujourd'hui, c'est son frère qui est décédé, qu'on appelle communément Zumbak. Je vais vous le présenter ici. Vous allez voir. Voilà, son frère est décédé. Mais au fait, j'aimerais demander une chose au RDR et à tous les fils de Séguéla. Vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Amadou Soumaoro, que je vais vous présenter ici, là, pourquoi Amadou Soumaoro est mort? Amadou Soumaoro, il a fait quoi puis il est mort? Venez nous expliquer, il a fait quoi puis il est mort? Mais Amadou Soumaoro est mort parce qu'on craignait qu'il venge Ahmed Bakayoko. Parce qu'on craignait qu'il monte la tête de la jeunesse de Séguéla contre le pouvoir du RDR. Voilà pourquoi il l'a éliminé. Vous comprenez? Moi, j'ai jugé cet homme-là quand j'étais dans l'opposition. D'accord? Avant de rejoindre le RDR, je l'ai jugé. Mais quand je me suis assis avec cet homme et j'ai parlé avec lui, c'est quelqu'un qui est humain. Il est profondément humain. Vous comprenez? C'est pas ce qu'il nous présentait à la télé là qu'il était véritablement. C'est un être humain. Mais est-ce qu'on avait le droit de lui ôter la vie? Le monsieur m'a dit à moi, il a fait tous les examens, on n'a rien trouvé. Mais il y a un mal qui le ronge, il ne comprend pas c'est quoi. Il m'avait même donné rendez-vous après sa dernière, comment on appelle ça, intervention en Turquie, on devait se voir. Malheureusement, il est mort. Mais il est mort pourquoi? Parce que ce monsieur-là, c'était le frère d'Ahmed Bakayoko. Et comme il savait que son frère avait été empoisonné, il fallait aussi l'éliminer. Pour ne pas que celui-ci venge Ahmed Bakayoko. Je vais vous expliquer une chose. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à la présidence de la République, il y a, d'accord, celui qui est chargé de la sécurité présidentielle, celui qui commande le groupement des gendarmes là-bas, le GSPR, il s'appelle le général Gon Coulibaly, le petit frère, même père et même mère du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais Ouattara, normalement, c'est lui-là qui devait être promu à la tête de la gendarmerie nationale. Apollo, c'est un parvenu. Apollo, c'est un prolétaire. Apollo, c'est quelqu'un qui, bien entendu, a été frappé par le succès parce qu'il a vendu le corps de gendarmerie simplement. Mais ceux qui ont fabriqué Ouattara, la famille Gon, là, le général Gon Coulibaly, Ouattara a refusé de le placer à la tête du commandement supérieur de la gendarmerie parce qu'il n'a pas confiance en eux. Parce qu'il s'est dit que si lui, il commande les troupes de la gendarmerie, il peut les faire sauter parce qu'ils savent que tu as tué les frères. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler. Parce que si tu parles, ils vont t'écraser, ils vont t'éliminer. Si tu parles, tu es seul, ils vont te sceller, ils vont t'écraser, ils vont t'éliminer. Voilà pourquoi il a reconduit à Palo. Sinon, normalement, c'est le général Gon Coulibaly qui devait gérer, d'accord, le commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, voilà Zumbak. Mais Zumbak et Ahmed Bakayoko ont fait du tort à la Côte d'Ivoire. On fait du tort à la Côte d'Ivoire. Parce que allez vous associer au diable. Mais le diable là, il vient toujours, comment on appelle ça, il finit par toujours vous demander des comptes. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. Avec tous les combats qu'Ahmed a menés, les encagoulés là, qui a créé Encagoulé? C'est Ahmed Bakayoko qui a créé les encagoulés pour Ouattara. Il a créé les encagoulés pour Ouattara. Mais aujourd'hui là, comment Ahmed Bakayoko a fini? Ils l'ont éteint purement et simplement. Quelqu'un même qui était à la primature, on dit le premier ministre. Et il est incapable même de nommer son propre secrétaire. Même les balayeuses là, qui travaillent dans l'enceinte de la primature, il est incapable d'employer quelqu'un. On a mis Patrick Hachi derrière pour le pister. C'est-à-dire, il ne maîtrisait rien, il était là simplement pour la forme. On a même envoyé Adama Bitogo pour aller l'insulter sur les ondes de France 24. Pour dire que c'est un illettré, il n'a pas le niveau. Voilà le RDR, voilà le vrai visage du RDR. Eux-mêmes, ils vendent drogue. Mais ils ont tout fait pour salir Ahmed Bakayoko. Ils ont collé ça sur Ahmed Bakayoko seulement.
Pourtant, Ambak est mort, on vend toujours drogue à Abidjan. Ambak est mort, hein? Mais drogue là, ce n'est pas fini. On vend toujours drogue à Abidjan. Et c'est eux-mêmes qui ont le marché. Donc, voici le visage du RDR. Ils ont tué tous les fils du Nord. Tous les cadres du Nord. Le plus chanceux, c'est Guillaume Soro. Mais lui, il est où? Il est en exil. Il met ses pieds à Abidjan, on la bat. Voilà la récompense du RDR. À tous ceux qui se sont levés, qui ont cru, d'après eux, à un combat que menait un certain Alassane Draman Ouattara, qui est venu opposer le Nord contre le Sud. Les fils de la Côte d'Ivoire entre eux. Donc, voilà un peu le résultat. Zoumbak et Ahmed Bakaïko. Moi, aujourd'hui, je suis un peu choqué parce que, regardez, à l'époque, la gare Sotra, les bateaux bus là, la gare est tombée dans l'eau. La gare des bateaux bus là, la gare sud du plateau, est tombée dans l'eau. Mais comment une gare bien solide peut se lever du jour au lendemain comme ça et puis s'effondrer, tomber dans l'eau? La gare est immergée. Et l'État de Côte d'Ivoire n'a jamais réhabilité cette gare-là. Alassane Draman Ouattara n'a jamais réhabilité cette gare. Le lendemain, au contraire, on a vu une gare parallèle naître à côté. Et cette gare appartenait à qui? Adama Bitogo. Et après, encore une autre gare qui appartenait à qui? Ahmed Bakaïko et son petit frère. Vous comprenez? Donc, c'est mauvais de pactiser avec le diable. Il faut que les gens le comprennent. Le frère d'Ahmed Bakaïko, là, vous pensiez que quoi, il allait vivre? Vous pensiez vous-même sincèrement que lui, il allait vivre? Il allait vivre comment? Ou bien vous pensez que Dieu, là, Dieu a un problème avec la famille Bakaïko, quoi. Et puis Dieu va tuer tous les fils de la famille Bakaïko. C'est eux seulement qui sont ivoiriens en Côte d'Ivoire, et puis c'est eux qui meurent, quoi. C'est eux seulement qui ont crédit à la mort. L'ange de la mort, là, il a crédit avec la famille d'Ahmed Bakaïko. Et c'est là-bas seulement lui frappe, il frappe, il frappe. Vous n'avez rien compris. Vous allez mourir un à un. Il va vous éliminer un à un. Mais attends, vous pensez que Zoumbak, là, lui, c'est pas qu'on a tué son frère? Vous pensez que lui, c'est pas lui, les bêtes qu'on a tué son frère? Même la femme d'Ahmed Bakaïko, elle sait très bien qu'on a tué son mari. Et puis, tous les proches d'Ahmed Bakaïko, c'est parce qu'il n'a pas envie de vendre certaines personnes. Si elle dit, là, ne vont pisser sur eux. Parce que tout de suite, ils vont les visiter. Les hommes qui y parlent, ils me disent que Ouattara a tué les patrons. Mais ils n'ont pas le choix, ils ont peur. Ben, tu t'amuses, tu meurs. Voilà le vrai point. J'ai les noms, il y a les listes. C'est ça le vrai point. Tito, là, il a fui la Côte d'Ivoire pour aller aux États-Unis, c'est pourquoi. Après la mort d'Ahmed Bakaïko, pourquoi il a fui pour aller aux États-Unis? Si toi tu es RDR, que Ahmed est mort d'une mort naturelle, tu fuis pourquoi? Parce que quand les Ivoiriens perdent leurs parents, ils ne fuient pas le pays. Ils sont là, ils enterrent leur corps. Ils pleurent leur corps. Mais lui, il fuit pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Il est revenu parce que Photocopie l'a menacé de tuer et ses parents et de le trouver là-bas pour le tuer. Voilà comment il revient. Et il revient continuer la sale besogne pour travailler pour Photocopie cette fois-ci. Donc, ils vont vous exterminer un à un. Zoumbak représentait une menace pour le RHDP. Zoumbak représentait une menace pour le RDR. Les gens qui sont là aujourd'hui, qui parlent, ils ont faim. Ils sont assoiffés d'argent. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'autre choix que de parler pour Ouattara parce qu'ils ont faim. Ils ne pensent pas nation, ils pensent individu. Et c'est très grave. Vous ne pensez pas nation, vous pensez individu. Et vous voulez avancer, vous allez avancer comment? On va évoluer comment? On ne peut jamais évoluer. Donc, notre frère là, Zoumbak là, il a fait le mauvais choix. Et c'était prévisible. Toi, on tue ton frère. Et toi, tu es dans la politique. Tu penses que... Et ils savent, Ouattara, il est sur ses gardes. Parce que toi, tu es une menace pour lui. Qui dit à Ouattara que tu ne parles pas les opposants? Tout ça là, qui te dit que tu n'es pas sur écoute? Et bizarrement, ton frère meurt et spectaculairement, toi, tu viens mourir. Comme si c'est toi seul que la maladie visitait en Côte d'Ivoire. Comme si c'est toi qui avais pris crédit avec l'ange de la mort en Côte d'Ivoire. Comme si ta famille avait signé un pacte de la mort avec l'ange de la mort. Donc, à ceux qui sont vivants, ça leur servira de leçon. Si même le grand Bédier n'a pas échappé, c'est vous qui allez échapper. Mais j'ai publié une vidéo hier sur ma seconde chaîne YouTube. Avant même la mort de Bédier, j'étais dans l'opposition et j'annonçais déjà que Bédier allait être empoisonné. La vidéo est là, ma dernière vidéo sur ma chaîne. J'ai parlé de ça. Allez écouter la vidéo. J'ai annoncé qu'ils allaient le tuer.
Et malheureusement, Bédié n'a pas compris ça. Il n'a pas compris. Ils l'ont éliminé. J'ai dit qu'ils ont payé son cuisinier. La vidéo est là. Et effectivement, le cuisinier, le Bédié, il est où? Montrez-nous jusqu'à aujourd'hui. Son cuisinier a disparu. Le cuisinier d'Ahmed Bakayoko a disparu. Ils sont où? Des gens, leur patron meurt et on les voit plus. Mais ça ne va pas m'étonner qu'eux-mêmes ont été tués. Eux-mêmes là, ça ne va pas m'étonner qu'ils soient passés à la casserole. Parce que c'est des témoins potentiels. Donc il faut les éliminer. Et donc je suis sûr à 100% qu'ils ont été éliminés. Parce qu'on pactisait le diable. Voilà comment on finit. C'est ça la réalité. Donc pour dire aux gens, moi je ne suis pas surpris. J'ai plutôt pitié. J'ai pitié parce que vous êtes égarés. Vous qui êtes au RDL, vous êtes égarés. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas, c'est-à-dire que il n'y a aucune vie sur la terre qui n'a pas de fin. Même quand tu vas à l'école, à un moment donné, tu finis par graduer. Donc, toute chose a une fin. Quand tu vas au CP1, là, à la fin de l'année, on va faire le classement pour que tu passes au CP2. Donc, le CP1 là prend fin. Le CP2 prendra aussi fin. Et ta jeunesse finit par prendre fin quand tu commences à comprendre que tu commences à avoir des rides et à vieillir, etc. Donc, il n'y a rien qui n'a pas de fin sur la terre. Barack Obama qui a bombardé la Côte d'Ivoire avec Nicolas Sarkozy. Il est où aujourd'hui? Nicolas Sarkozy se promène avec un bracelet électronique au pied. Donc, tout est chimérique. Tout est éphémère. Et ça, nous en sommes conscients. Voilà pourquoi nous parlons à nos frères du Nord qui soutiennent Alassane Dramane Ouattara pour dire, ne venez pas nous dire demain qu'on ne savait pas. Parce que tôt ou tard, il viendra ce moment-là où vous allez pleurer. Et vous allez venir nous dire, on n'avait pas le choix. Non, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix dans la vie. Ne pensez pas à vos gains personnels. Pensez à toute la Côte d'Ivoire qui pleure. Parce que ceux que vous défendez là, quand ils sont malades, ils ne vont pas se soigner à Korogo. Ils ne mettent pas les enfants dans le caca de bœuf. Ceux que vous soutenez là, et ils vont se faire soigner à Paris. Dans ma vidéo encore, je m'adressais à Ali Bongo, dans la même vidéo où je parlais de Ahmed Bakayoko de Bédié. J'ai dit dans la vidéo que quand Ali Bongo a piqué son accident cardiovasculaire, AVC, et qu'on l'a évacué d'un hôpital londonien, le budget de l'hôpital par an, c'est de 37 millions de livres. 37 millions de pounds. Alors qu'il a acheté une maison à Malibu pour sa copine à 57 millions de dollars. Ça veut dire que la maison qu'il a achetée pour sa copine à Malibu, là, c'est plus cher que même le budget de l'hôpital par an. Alors, s'il prenait cet argent-là pour construire un hôpital au Gabon, est-ce qu'on allait l'évacuer en Angleterre? Non, jamais. Mais ils ont des maisons partout. Mais ils refusent de construire des hôpitaux. Mais ils vont se faire soigner à Paris. Les enfants sont à l'étranger. Et puis, on vient vous mentir. Regardez la saleté dans laquelle vous vivez à Korogo. Regardez la saleté dans laquelle vous vivez à Beauville. Regardez la saleté dans laquelle vous vivez à Issia. Et les gens vous parlent d'émergence, ils vous parlent de progrès, de développement. Vous parlez de quoi à qui? Vous parlez de quoi à qui? On vient vous ramasser dans des cars, on vous donne 2000, 3000, montez ensemble, louer la gloire de Ouattara. Mais est-ce que ça va chez vous? Je me demande ce qui ne va pas chez vous. Souvent, on a envie de tenir nos caméras et puis passer à autre chose. Parce que, pourquoi même se battre pour des individus qui ne veulent pas comprendre que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour les bien? Parce que nous, on s'en fout. Mes enfants sont en Europe. Je m'en fous aujourd'hui et puis demain. Même si je suis plus de ce monde, que Dieu m'appelle à lui aujourd'hui. Mes enfants ne vont pas souffrir. Bien au contraire. Et on voit les gens multiplier des vidéos sur les réseaux. Vous venez nous dire, non, il y a l'émergence en Côte d'Ivoire. Il y a vu un pantin qui s'est levé pour dire, ouais, la Banque mondiale continue à prêter de l'argent. Le FMI continue à prêter de l'argent. Ça veut dire que Ouattara est solvable. Ça veut dire qu'il voit ce que Ouattara fait. Donc, l'émergence est là, le développement est là. Les gars, arrêtez de vous foutre de vous-même, votre intelligence. Parce que vous ne vous foutez pas de nous. Vous nous montrez que vous êtes limités. Vous nous montrez que vous êtes incultes. C'est ça la réalité. Parce que, mais en Europe ici, pour ceux qui sont en Europe, parce que vous êtes des oies, vous ne savez pas de quoi ils parlent, il y a ce qu'on appelle les cartes de crédit que les banques donnent. Moi, je n'ai jamais voulu prendre des cartes de crédit parce que ça tente. Quand tu as la carte de crédit, ils ont créé ça exprès pour faire en sorte que les gens soient dépendants de cette carte-là en utilisant tout le temps la carte de crédit. Mais quand tu utilises la carte de crédit, au fur et à mesure que tu achètes avec la carte de crédit,
il y a un pourcentage, un taux d'intérêt qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Et pour finir, au moment où tu te rends compte, tu es dans l'incapacité totale de payer. Et chaque année, ça ne fait que grimper. Et les gens finissent par terminer sur la liste noire. C'est-à-dire qu'on te met sur la liste noire, tu ne peux plus louer maison. Même ligne téléphonique, là, tu ne peux pas prendre un numéro de téléphone. On te bannit de tout. Et il y a beaucoup d'Européens, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont sur la liste noire ici. Pourquoi? À cause des histoires des cartes de crédit. Donc la carte de crédit en elle-même, c'est un piège pour les Européens. C'est un piège pour les Européens. C'est-à-dire, on veut les mettre dans un système de domination, un système d'assujettissement. Donc, ils sont assujettis par la carte de crédit. Voilà la réalité. Donc, c'est pareil. Depuis quand le FMI ou la Banque mondiale donne de l'argent aux pays africains pour que ceux-là se développent? Au contraire, on vient vous maintenir dans une politique de soumission, une politique de servitude, une politique de dépendance. Et vous ne pourrez jamais payer ça. Et c'est eux qui vous dictent comment gérer votre politique sociétale, votre politique environnementale, votre politique extérieure, votre politique intérieure, etc., etc. C'est eux. Parce qu'ils vous donnent de l'argent. Et depuis qu'ils nous donnent de l'argent, dites-nous, ça a réglé quoi en Afrique? Regardez votre train de vie. Regardez dans quoi vous vivez. Regardez la société ivoirienne. Mais il y a longtemps qu'ils nous donnent l'argent. Hein? Il y a longtemps qu'eux, ils nous donnent l'argent. Donc si véritablement les crédits aidaient l'Afrique, il y a longtemps que l'Afrique serait développée. Au contraire, c'est pour appauvrir l'Afrique. C'est pour maintenir l'Afrique dans une politique d'ajustement structurel. Comme ce fut le cas sous Konan Bédié. Bédié ne faisait que rembourser la dette. Et ils n'aiment pas ceux qui remboursent la dette. Parce que quand tu rembourses la dette, tu commences à rembourser la dette, tu leur montres que tu es intelligent. Et ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc on te fait des rébellions pour te faire la guerre. On fait des rébellions pour te faire tomber. Parce que tu vois trop clair. Ils n'aiment pas les présidents qui voient clair. Un président doit prendre crédit. Tu dois toujours prendre crédit. Comme ça, là, eux, ils te contrôlent. Donc le crédit, là, c'est un piège. Le crédit, c'est une corde au cou. Ne parlez pas d'on est solvable. Vous appelez quoi être solvable? Voilà pourquoi je vous dis, vous êtes des idiots. Et c'est dommage. Maintenant, Zumba Yako, ça me fait mal. Parce que quand nous on parle, vous ne comprenez pas. Quand nous on parle, même les fils d'Ahmed Bakayoko, lui qui s'amuse, il meurt. C'est pas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est pas wawa. Et là, quand s'amuse, il meurt demain. Si quelqu'un bande dans sa famille, ils savent qu'elle parle aujourd'hui, pas. S'il y a quelqu'un qui a cœur, il n'a qu'à se lever. Ils vont les dire et puis il n'y a rien. Même sa femme, elle n'a qu'à essayer. Elle bande, elle meurt demain, il n'y a rien. C'est Ouattara qui a fait le son. Donc c'est pour vous dire, voilà la Côte d'Ivoire de Ouattara. Et vous allez mourir comme ça, un à un. Et vous allez comprendre qu'on ne participe pas avec Lucifer. C'est ça la réalité. Maintenant, on va parler de la marche. La marche de Paris. Ils disent qu'ils organisent une marche à Paris. Hey, Seigneur. Moi, ça me fait rire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je parle de cette marche-là. Puisque, à l'époque, je faisais partie des organisateurs d'une marche similaire. Et Ouattara veut faire cette marche-là calquée sur notre modèle. Le modèle qu'on a fait à l'époque, en 2020, il veut faire la même chose. Alors, je vais vous expliquer. Ils ont été signalés le direct. Hey. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre dans quoi on est. Alors, j'aimerais encore pour enchérir. Pour dire à ceux qui disent que nous sommes indépendants, le pétrole, quand il est découvert en Côte d'Ivoire, qui l'exploite, on a découvert un gisement baleine qui va nourrir la Côte d'Ivoire sur des générations et des générations. Ça là, c'est Dieu même qui nous a donné. Pour que les Africains, les Ivoiriens sortent de la pauvreté. Pour que nos enfants puissent manger à leur faim. Ouattara a pris ça. Il a donné une société occidentale. Les Blancs exploitent ça. Nous, on a 10%. Et les Blancs ont 90%. Nous-mêmes, notre pétrole, qu'on a découvert dans nos eaux. Et ils ont 90%, nous on a 10%. Et il y a des gens qui se lèvent pour dire la Côte d'Ivoire est solvable, on nous donne crédit, la Côte d'Ivoire est émergente. Émergente de quoi? Les Blancs n'ont pas pétrole, mais nous on découvre pétrole. C'est-à-dire qu'eux ils sont sereins. Parce que quel que soit ce que vous allez découvrir en Côte d'Ivoire, ils vont venir exploiter ça. Et ils s'en foutent, et ils sont couchés. Découvrez or aujourd'hui, c'est pour eux. Découvrez diamant aujourd'hui, c'est pour eux. Quel que soit ce que vous allez découvrir en Côte d'Ivoire, c'est les Blancs qui ont exploité. Donc, ils s'en foutent de vous aujourd'hui puis demain. Parce que votre pays, en clair, les appartient. Votre pays, là, ce qui est dans le sous-sol, là, appartient aux Occidentaux. Donc, ils s'en foutent. Le pétrole de la Côte d'Ivoire appartient à qui? Et vous appelez ça, là, qu'on est riche, on est indépendant. Montrez-nous un Ivoirien qui exploite ce pétrole-là. Montrez-nous une entreprise ivoirienne qui exploite ce pétrole. Ça n'existe nulle part. Et ça ne peut jamais exister sous Alassane Dramane Ouattara. Montrez-nous une seule banque nationale qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Une seule banque. Toutes les banques qui sont en Côte d'Ivoire sont les banques étrangères.
Et vous parlez d'émergence. Mais au temps de Gbagbo, on avait des banques nationales qui nous appartenaient. La BACI, Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, c'était pour nous. La BNI, Banque nationale ivoirienne, c'était pour nous. La BFA, la Banque du financement de l'agriculture, c'était pour nous. Et tout ça a été créé par Gbagbo. Ouattara est venu, il a tout liquidé. Il a tout vendu. Et vous appelez ça un nationaliste? Donc on est aujourd'hui sous la domination des banques étrangères. C'est eux qui gardent nos capitaux. Ça veut dire que si eux ils sont mécontents demain, et ils peuvent décider du blocage des salaires, et puis il n'y aura aucun paiement. Il n'y aura aucun paiement, parce que c'est eux qui décident de tout. Même votre monnaie française, ce n'est pas vous qui imprimez. C'est ça la réalité. Un homme comme Ouattara, qui peut mettre embargo sur médicaments, en pleine crise post-électorale, les Ivoiriens sont malades. Parmi ceux qui sont malades là, beaucoup même ont voté. Mais toi, tu mets embargo sur médicaments. C'est-à-dire que c'est un génocidaire. C'est un cannibale, quelqu'un qui n'a pas de cœur. Parce que tu es capable de faire mourir des gens. Un homme comme ça ne peut pas être humain. Donc, on n'a pas de banque. Tout ce qui est dans le sous-sol ivoirien ne nous appartient pas. Montrez-nous une seule industrie, une seule usine qui appartient à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas deux. Une seule usine qui appartient à un Ivoirien en zone 4, qui appartient à un Ivoirien en zone industrielle de Koumassi, qui appartient à un Ivoirien en zone industrielle de Yopougon. Une seule usine. Ça n'existe pas. Toutes les usines appartiennent aux Libanais, aux Français. Ça ne nous appartient pas. Montrez-moi un groupe hôtelier, un grand hôtel qui appartient à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Là où quand les touristes arrivent, ils vont bien entendu se reposer. Ça n'existe pas. Rien ne nous appartient en Côte d'Ivoire. Et vous appelez émergence, vous parlez de développement. Vous parlez de quel développement? Un développement où le peuple est pauvre. Il ne voit pas la richesse de son pays. Les gens ne contrôlent pas la richesse de leur pays. L'argent, ils ne voient pas. Ils ne mangent pas à leur faim. Vous parlez de développement. Arrêtez de vous foutre de notre intelligence. Hein. Vous pouvez vous moquer des autres. Mais quand moi j'entends ces discours, j'ai mal. Parce que j'ai comme l'impression que vous nous méprisez, nous tous. Et vous pensez que nous sommes tous des moutons. Je ne suis pas un mouton. Et je ne serai jamais un mouton. Il faut que vous le compreniez. Montrez-nous un seul hôtel qui appartient à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Un seul grand restaurant qui appartient à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Si tous ces points que je viens de numérer, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, dites-nous, 0% en dehors des fonctionnaires. Quel Ivoirien a un compte bancaire? Ça n'existe pas. Un pays où le taux de bancarisation est de 0,001%. Et on parle d'émergence. On est émergent comment? On est dans l'émergence comment? Venez qu'on en parle. Un système qui n'est pas informatisé. On refuse d'informatiser le système à cause de la fraude électorale. On refuse d'informatiser le système à cause de la corruption. Parce que si le système est informatisé, si les Ivoiriens ont un numéro de sécurité sociale, on ne pourra plus tricher les élections. Parce que tout sera contrôlé électroniquement. On ne pourra plus voler l'argent de l'État parce que les Ivoiriens seront regardants sur la gestion de leurs biens. Je vous ai dit que la première ministre finlandaise, elle a pris 300 € pour aller payer café. La Finlande lui a fait rembourser les 300 €. 300 €, il ne dit pas, 300 millions d'euros. Il dit 300 €. 100 €, 100 €, 3. C'est devenu scandale national. Elle a payé 300 € là. Voilà un pays parce que le système est informatisé. Donc tout ce qui est transaction du Premier ministre là, il voit. Mais chez vous, Ouattara se lève. On prend les véhicules de l'État. On prend les véhicules de l'État, plaque jaune. On met les gens dedans pour aller à un meeting du RDR. Ouattara se lève avec sa femme. Il s'en va à Korogo. Je donne moto, 90 millions de motos à Korogo. Je donne ici 20 millions. Je donne ici notre argent. Notre argent. Toi, tu travailles où? Et puis tu enlèves cet argent-là pour donner à lui là, pour donner à lui là. Il faut nous expliquer. Ça s'appelle du vol et quand on en parle, les gens ne veulent pas comprendre. Et les gens ne veulent pas informatiser le système parce qu'ils gèrent le pays comme bon les semble. Et l'argent du pays leur appartient. Voilà pourquoi il y a des ministres corrompus qui ne font que vouer culte à Alassane Dramane Ouattara. Voilà la réalité. Mais, chers camarades, pour dire simplement qu'on n'est pas émergent, c'est de l'utopie, c'est du mensonge et je refuse que vous associez les Ivoiriens à cette forfaiture et à ces mensonges. Maintenant, on va parler de la marche. Vous savez, à l'époque, merci pour les cadeaux, mon frère. À l'époque, quand j'ai été approché par mon oncle, M. Diaby Lanciné, que j'appelle affectueusement mon oncle parce que je suis bêté, il est de Samatigila. Mais j'ai un profond respect pour lui, même si nous sommes d'idéologies différentes désormais. Il est RDR, moi je suis d'accord, je suis pour le peuple. Mais quand j'ai été approché par M. Diaby, il n'était pas question de parler de Ouattara. Nous nous sommes rencontrés à Berlin pour parler de Gon Coulibaly.
C'est Gon Coulibaly qui devait être le candidat du RDR. Monsieur Amadou Gon Coulibaly. Et donc, déjà, on m'avait déjà mis au parfum de ce que Ouattara n'allait pas être candidat. Donc, on a fait le congrès de Montreuil. Le congrès de Montreuil qu'on a fait là, c'était pas pour Ouattara. Hein. Le congrès de Montreuil qu'on a fait, c'était pour Amadou Gon Coulibaly. Et M. Diaby Lanciné, fils de Gon Coulibaly, était prêt pour M. Gon Coulibaly. Il était prêt pour M. Gon Coulibaly. Il pouvait même donner sa vie pour M. Gon Coulibaly. Et il a réussi le premier pari en remplissant le palais de congrès de Montreuil. Et j'ai été là-bas avec mes camarades du MPA. D'accord? Alors, Amadou Gon Coulibaly sort d'opération. Ouattara lui demande de prendre l'avion. Mais pour ceux qui ont déjà pris l'avion, ils savent très bien que quand tu n'as pas de problème de cœur, là, même quand tu montes d'avion, tu as problème de cœur en même temps. Parce que quand l'avion l'a fait, quand il rentre dans les zones de turbulence, champion, on se connaît en détail. C'est-à-dire que chacun regarde son parachute. Ah, j'ai pilote le rentré de faire quoi là-bas, il ne faut pas s'emmerder. Chacun réfléchit. Chacun pense à son testament. Si testament il y a. Mais comment on peut permettre à quelqu'un qui vient de sortir d'une opération cardiaque, hein, une opération, comment on appelle ça, oui, du cœur, et on dit à ce monsieur-là de monter d'un avion pour arriver en Côte d'Ivoire. Pour arriver en Côte d'Ivoire. Le monsieur arrive en Côte d'Ivoire. À peine arrivé en Côte d'Ivoire, on demande au monsieur de faire des conférences. On demande au monsieur de venir au travail. Amadou Gon est mort dans le réfectoire de la présidence de la République. Et quand il est mort, Ouattara était indifférent. Ouattara était assis indifférent. Il n'a qu'à venir dire que c'est faux. Parce que le gars du corps d'Amadou Gon Coulibaly, quand les ministres sont allés autour, il les a chassés pour dire qu'il était à côté. Ouattara était assis. Il y a quoi? On dit Gon est tombé, Gon est mort. Il n'a même pas réagi. Parce qu'il savait. Puisqu'il avait le bilan de Gon Coulibaly. Le médecin traitant de Gon Coulibaly lui avait déjà tout dit. Voilà pourquoi il a misé sur Amadou Gon Coulibaly pour précipiter sa mort. Pour que lui, il soit candidat.